Bonsoir à tous, bienvenue sur La Première en ce dimanche 12 mars. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Le tribunal de commerce doit examiner cette semaine les offres des investisseurs intéressés par la reprise de plusieurs hôtels, dont l'ex-méridien de Punaouia. Une centaine de familles sont concernées. C'est l'un des sujets que nous aborderons avec le président du pays au lendemain du congrès du Tapura Huiratira qui a réuni 5000 personnes. Nous échangerons sur le bilan et les perspectives du gouvernement. Édouard Fritsch est notre invité ce soir. L'appel à la solidarité de la communauté turque de Tahiti. Plus de 50 000 personnes ont péri en Turquie et en Syrie lors du violent séisme du 6 février dernier. L'une de nos équipes a rencontré un rescapé. La Tahitienne a permis de récolter 4 millions de francs pour aider les malades du cancer. La course, toujours aussi populaire, a réuni 4 000 femmes enthousiastes et solidaires. Notre rubrique Fénois d'avant nous emmènera en 1998 à la presqu'île. L'histoire d'une reconversion, celle de Ferdinand, un mécanicien devenu pêcheur. Le tribunal de commerce doit examiner les offres de deux groupes pour la reprise de l'hôtel Tahiti Yaoura Beach Resort. L'ex-méridien est fermé depuis 3 ans, l'établissement est en liquidation judiciaire. Les salariés ont pu bénéficier du dispositif Dièse, mais aujourd'hui, ils risquent le licenciement. Une centaine de familles sont inquiètes pour leur avenir. Caroline Fary, Mélissa Chong. Un hôtel à l'abandon depuis 3 ans. C'est tout ce qu'il reste de l'ex-méridien Tahiti, rebaptisé Tahiti Yaoura Beach Resort. Un beau gâchis, alors que la procédure de licenciement est engagée pour une centaine de salariés de l'établissement. Rose y a travaillé 24 ans en cuisine. Son dernier salaire date de juin 2022. 47 ans. Alors chercher un travail, c'est pas facile. Mais bon, après, je me suis lancée dans des formations pour aider à la personne. Je veux faire une formation pour ça, parce que 3 ans à attendre, voilà quoi, il faut regarder aussi l'âge, on n'est pas tout jeune. Et aujourd'hui, il y a les jeunes qui sont derrière, qui font de l'hôtellerie. Donc je pense qu'ils seront plus prioritaires par rapport à nous qui sommes âgés quand même. Il ne faut pas se leurrer, quoi. Fermé à cause du Covid, l'hôtel est aujourd'hui en liquidation judiciaire. L'un des acheteurs potentiels serait actuellement en Polynésie. Il serait preneur pour les 2 établissements de Bora Bora, également en redressement. Un espoir pour Teva, ex-directeur de la restauration, 24 ans au service de l'hôtel. Il faut savoir qu'il y a eu des potentiels intéressés par Bora Bora uniquement. L'unique, c'était les 3 hôtels. Il voulait qu'on lui donne une garantie qu'en rachetant Tahiti, puisque Tahiti est en liquidation, il puisse avoir Bora Bora aussi. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe, mais il ne nous a pas quittés, il ne nous abandonne pas. Et je suis sûr et certain que nous allons aboutir avec, et j'espère, pour nous, pour qu'on puisse être racheté, c'est pour qu'on puisse être indemnisé. Les salariés bénéficieront d'une couverture sociale encore 3 mois après leur licenciement. Après, ce sera l'aventure. Si l'hôtel ne trouve pas acheteur d'ici le mois de juillet, le pays étant propriétaire du terrain, en récupérerait la jouissance. Oui, si l'hôtel ne trouve pas de repreneur, les employés recevront leur lettre de licenciement dans les prochains jours. Monsieur le Président, bonsoir, bienvenue. Merci d'être sur La Première. Et récupérer le terrain de l'ex-méridien, vous l'envisagez? Nous sommes propriétaires du terrain déjà du méridien. Et bien sûr qu'aujourd'hui, l'entreprise, enfin la société étant en liquidation, nous attendons des reprises par des futures sociétés intéressées. En fait, ils sont au nombre de 3 au moment où l'on discute ce soir. Et dont une, depuis un certain temps, suit cette affaire, c'est la société dont parle Teva. Mais on attend avec hâte aujourd'hui que le tribunal le décide. Il y a encore de l'espoir. Ah, mais bien sûr qu'il y a il y a de l'espoir. Et je l'espère aussi, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, étant propriétaire du foncier, c'est nous qui assurons le gardiennage de l'hôtel. Cet établissement n'est pas le seul à avoir fermé ces dernières années. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre ces hôtels à l'abandon et des projets qui démarrent comme le village tahitien ou Tem-e? Non, je ne crois pas qu'il y ait un paradoxe, parce que ce sont les hôtels qui sont en difficulté aujourd'hui, c'est un phénomène lié effectivement à l'exploitation de l'hôtel, voire même à la gestion de la société qui est propriétaire de l'hôtel. Oui, mais parfois ce sont les mêmes qui investissent, qui ferment et qui investissent. Non, ce n'est pas les mêmes. Non, ceux qui investissent... Non. Le village tahitien, le propriétaire du Beachcomber. Oui, mais c'est le propriétaire du Beachcomber, oui. Alors, vous pensez à un autre hôtel. L'Intercontinental. Vous pensez à un autre hôtel. Mais
Je ne crois pas que c'est un paradoxe, parce que de toute façon, aujourd'hui, avec la reprise du tourisme, avec le dynamisme du tourisme aujourd'hui, je suis convaincu et je reste optimiste sur la reprise de ces hôtels. Je crois que le Beachcomber, pour sa part aussi, est en négociation. Ils sont en négociation pour une reprise éventuelle. Mais aujourd'hui, on a besoin de chambres d'hôtel et que, bien sûr, nous attendons les investisseurs avec beaucoup d'espérance. C'est la défiscalisation qui est attrayante En partie, c'est la défiscalisation, bien sûr, mais je crois que c'est le business lui-même aussi, faire du tourisme en Polynésie française. N'oubliez pas que nous avons un tourisme de haut de gamme, à savoir que les hôtels se louent bien, se louent cher même, et je crois que de ce côté-là, moi je reste optimiste. On va pouvoir assurer la reprise, mais ce qu'il faut savoir, et on pense bien sûr aussi à ce personnel, la rémunération de ce personnel, le retard sur les années passées passe parmi les créances prioritaires. Donc, ils seront dédommagés. À propos de Thème A, il restera 180 mètres de plage publique. On est loin de ce que demandaient les associations. Oui, mais si j'avais les moyens d'acheter ce terrain au prix où c'était vendu, à savoir plus de 6 milliards, je l'aurais fait. Mais on ne peut pas se permettre déjà. C'était pas 2 milliards justement. Non, le prix moyen. C'est l'information qui circule, c'est-à-dire que Louis Van revend au pays une parcelle de 18 hectares au même prix auquel il a acheté la propriété de 56 hectares. On a l'impression que c'est une opération blanche. Pour qui? Pour M. Van? Non, je ne crois pas. Non, nous avons discuté à partir de documents. Je connais le prix moyen de ce terrain. De toute façon, vous le savez très bien, à 2 milliards, la superficie que nous allons acheter va nous revenir à environ 20 000 francs le mètre carré. Dites-moi où vous trouverez à Montréal un terrain à 20 000 francs le mètre carré. Et il y a négociation en ce moment parce que nous souhaitons mettre cette parcelle dans le foncier du pays en vue de développer le site de Hapiti à Montréal. Nous sommes à 4 fois le prix. De Thème A ou de Hapiti? De Hapiti. De Hapiti. Par ailleurs, en plus de Thème A. À 20 000 francs le mètre carré, je pense qu'effectivement, on fait une bonne affaire, mais malheureusement, bien sûr que ça aurait été tellement mieux que l'on puisse acheter toute cette terre. Mais M. Van a un projet d'hôtel sur cette parcelle qui va lui rester. Il n'est plus sur Piloti d'ailleurs. Il a rejeté la solution Piloti à notre demande, puisque effectivement les associations sont opposées et donc il ne veut pas faire de problème à ce niveau-là. Parallèlement à ces projets hôteliers, les familles aux revenus moyens ont du mal à accéder à la propriété. Il manque plus de 14 000 logements à Tahiti. C'est le schéma d'aménagement général de la Polynésie française qui le disait. Allez-vous, comme le suggère la Chambre des notaires, remettre en place la défiscalisation locale ? Nous allons remettre en place la défiscalisation locale. Nous l'avons déjà fait. Ça fait partie de votre programme. Mais on l'a déjà fait. Il faut savoir que nous avons créé des OLS qui ont pu effectivement investir dans des logements groupés défiscalisés, mais le système n'a pas fonctionné comme nous l'avions pensé. Mais il est un fait effectivement qu'aujourd'hui, un jeune ménage qui gagne entre 400 et 500 000 francs, les deux revenus ensemble, ne peut plus se payer et le terrain et la construction de la maison d'arrêt. Donc il faut agir et puis il y a l'augmentation des taux aujourd'hui qui va faire... Qui ne facilite pas les choses. Qui facilite pas les choses. Donc effectivement, notre programme prévoit que nous puissions défiscaliser à nouveau à 40% de défiscalisation des constructions en groupé, ce qui, dans nos objectifs en tous les cas, va réduire le prix d'acquisition de ces logements d'environ 50%, c'est-à-dire que ce qui vaut aujourd'hui à 30 millions sera vraisemblablement vendu, et c'est ce que nous souhaitons, entre 15 et 20 millions, pour pouvoir donner à ces familles la possibilité d'accès. Mais au-delà, sur les constructions neuves, vous savez que nous avons mis en place déjà une aide de 2 millions pour les nouvelles constructions. Et il est évident aujourd'hui que cette aide a atteint ses limites. Il faudra, et nous le prévoyons dans notre programme, l'augmenter, mais parallèlement à cela, il faudra effectivement que nous réduisions tous les frais annexes, je pense aux frais d'enregistrement par exemple, ici, il faudra qu'on apporte. Ce qui est certain, c'est que sur l'apport personnel de ces ménages lorsqu'ils veulent investir, nous avons prévu un levier de façon
à pouvoir augmenter ce qu'est aujourd'hui l'AIM de 2 millions, de façon à faciliter l'accès à la propriété. Merci beaucoup pour ces premières réponses. Tous ensemble pour un avenir meilleur, c'était votre slogan hier au Parc Expo de Mamor. 5000 chaises, 42 bus, 5 écrans LED. Le Tapura Huiratira a vu les choses en grand pour ce congrès préélectoral. Les têtes de liste des 8 sections ont été révélées. 30 maires ont intégré ces listes en vue des territoriales. Édouard Fritsch, on vient de le voir, votre congrès était un véritable show à l'américaine. Vous avez annoncé votre cap, créer une Polynésie prospère. Vous avez cité les bons chiffres de l'économie, mais la réalité, c'est aussi l'inflation et un pouvoir d'achat qui baisse. Allez-vous supprimer la CPS, la fameuse taxe sociale? Au moment où vous me posez la question, je vous dis non, pas encore. Nous avons toujours besoin de cette CPS. J'envisage une réduction de cette CPS de 1 à 0,8% à partir de l'année prochaine. Mais nous ne pouvons pas nous permettre d'enlever cette taxe pour l'heure, puisque les besoins de la CPS, je vous le rappelle ici, sont d'environ 12 milliards par an. Encore, pour l'année 2023, c'est ce qui est annoncé. Donc, je ne peux pas prendre cette décision parce que je ne tiendrai pas là. Je ne tiendrai pas. J'ai envie de vous dire, oui, j'ai envie de l'enlever, mais je ne peux pas le faire. Nous sommes en discussion aussi sur la CST, parce que vous savez que pour certains salaires, nous avons augmenté de 2% la CST. Nous sommes en discussion, car je pense qu'effectivement, pour que sur certains publics, la pression est forte. Mais sur la CPS, sur la taxe de la CPS, je pense qu'on pourra faire un effort. En tous les cas, si l'État nous accompagne comme c'est prévu, puisque le président Macron nous a effectivement donné un avis des garanties sur la participation de l'État, je le ferai bien volontiers, bien sûr, parce que je suis soucieux de cela. C'est l'axe de programme de bien des partis d'ores et déjà. Bien sûr, mais il n'y a pas que ça, parce que derrière, il faut aussi que l'on regarde l'évolution de... Vous savez qu'aujourd'hui, les recettes de la CPS, aujourd'hui, nous avons plus de 71 000 salariés à la CPS. J'espère que cela continuera à augmenter, parce que ça va nous permettre, en fin de compte aussi, d'alléger ce qu'il y a à côté. Mais je ne peux pas prendre le risque. Je mentirais, je raconterai des histoires si aujourd'hui, pour être démagogue et pouvoir gagner, je vous dis, j'enlève tout et puis tout ira mieux. Votre force, ce sont les maires. 42 maires sur 48 vous soutiennent. 30 sont inscrits sur vos listes. Comment est-ce que vous avez obtenu leur soutien? Alors, je pense que c'est parce que nous avons bien travaillé ensemble pendant les années passées. Hein, c'est ce que j'ai fait. J'ai soutenu beaucoup les communes parce que je crois aux maires, acteurs du développement de ce pays. Et je dis que tout seul, nous n'y arriverons jamais. Donc, je suis allé même, et vous le savez, à déposer un projet de loi qui a été voté par l'Assemblée, pouvant leur déléguer certaines de mes compétences en matière sociale, par exemple, en matière de jeunesse et sport, parce que j'y crois énormément. Et je crois que cette considération de la fonction de maire que j'ai accordée à tous ces maires en fait qu'en retour, ils me font confiance, et d'où effectivement le soutien de plusieurs maires de Polynésie. Alors, comme Gaston Floss en son temps, vous avez agité hier le spectre de l'indépendance qui conduirait, selon vous, à la pauvreté et à l'instabilité. L'indépendance vous fait peur, Édouard Fritsch? L'indépendance... Non, je dis simplement qu'aujourd'hui, ce pays n'est pas prêt à aller à l'indépendance. Voilà. Parce qu'il y a, il le sera un jour, selon vous? Pardon? Il le sera un jour? Je pense qu'un jour, bien sûr, quand nous aurons les moyens de survivre seuls, pourquoi pas, dans 20 ans, dans 30 ans. Mais ce qui est certain aujourd'hui, c'est que l'État participe à hauteur de 200 milliards de francs pour l'activité de ce pays. Mais mieux... l'enseignement dans ce pays est pris en charge par l'État. Et il y en a pour 64,9 milliards de francs qui va prendre en charge lorsque nous serons indépendants. Parce que l'État ne laissera pas les enseignants sur place et il ne continuera pas à les payer. C'est sûr qu'à un moment donné, tous ces fonctionnaires d'État seront appelés à réintégrer la fonction d'État en métropole. La sécurité de ce pays est un souci pour moi. Sur les armées, l'État investit quelques milliards de francs, là aussi, pour maintenir la protection de ce pays. Donc je dis qu'on n'est pas prêt. Il ne faut pas se faire d'illusions et je dis que ce sera un danger pour nous aujourd'hui de partir sur cette voie. Moetai Broderson, le député, a annoncé sa candidature après le succès du Tavini aux législatives. C'est un adversaire de taille pour vous? Bon, c'est un adversaire, oui, il est adversaire pour le Tapura Huiratira. Je lui souhaite bon vent. J'attends effectivement que demain, le Tavini nous confirme cette candidature. Mais
Non, je ne crains pas du tout Moetai Broderson. Au contraire, je lui souhaite bon vent. Très rapidement, lors de votre congrès, le chanteur Angelo a entonné une chanson sur l'amour et le pardon, composée spécialement pour le congrès. Demander pardon, c'est un signe de force ou de faiblesse? C'est un signe de reconnaissance. Ces gens qui sont venus hier, ce sont des gens qui m'ont pardonné, mais je n'ai pas commandé cette chanson. Je n'ai pas commandé cette chanson, mais vous me connaissez maintenant. Vous me connaissez et je n'hésite jamais à reconnaître mes erreurs et à présenter mes excuses. Parce que je suis un homme comme tout le monde, j'essaie d'en faire le moins possible et je crois que malgré tout j'ai réussi à en faire le moins possible, mais il y a eu quelques erreurs effectivement pendant la gestion du Covid et je crois que la population m'a accordé son pardon. Donc à partir de là que Angelo vienne composer une chanson, vous savez Angelo il a un business, c'est un chanteur donc il fait effectivement de façon à plaire à son public et c'est un sujet effectivement qui plaît bien. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions. C'est moi, merci. Les territoriales, c'est sur Polynésie la première. Cette semaine encore, les représentants des 8 sections seront nos invités. En radio, les invités café seront demain matin Tauhiti Nena pour Haumaori et Iseult Butcher du Tapura Huiratira. Il sera question de leur programme pour les Tuamotu de l'Est. La solidarité maintenant. L'émotion est encore vive dans la communauté turque de Tahiti après les tremblements de terre du mois de février. Les citoyens turcs se mobilisent pour aider leur pays à se redresser. Ils appellent à la solidarité. On voit cela avec Stéphane Ratino et Hubert Liao. Allô, merhaba. Nasılsınız? Les appels se multiplient entre ici et la Turquie, une manière d'épauler la famille, les amis, devant l'immense tâche de reconstruction. 50 000 morts, 120 000 immeubles détruits et des centaines de milliers d'habitants qui bravent le froid sous des logis de fortune. Le docteur Demir Tazdefaa a vécu le tremblement de terre sur place. À 200 km de l'épicentre, sa ville a été tétanisée de stupeur. Des murs qui tremblent, des immeubles qui vacillent et la vie qui hésite. Ça me paraissait interminable. Et je me suis retrouvé, j'étais tout seul, j'étais parti tout seul, je me suis retrouvé tout seul dans le couloir et à trembler, à avoir la peur de ma vie. On s'attendait que ça se termine, en fait c'était devenu interminable et tout était en train de bouger, secouer avec des bruits. À un moment donné je me suis dit bon c'est la fin. Même si l'on est loin de son pays, l'âme et l'esprit ne cultivent jamais l'oubli. Et la petite communauté turque du Fénois a immédiatement actionné la solidarité de ses cercles. Elle sait la sensibilité des Polynésiens devant le tragique de l'existence. Elle relance une collecte, forte du sentiment d'une condition humaine partagée. Je trouve que la Polynésie, les peuples polynésiens et le peuple turc, ils ont une ressemblance au niveau de tout ce qui est famille, soutien, les importances justement de ce genre des événements. Et il n'y a pas petit et grand aide. C'est pour montrer justement la voix des Polynésiens avec notre petite communauté qu'à l'autre bout du monde, qu'on les a vus, on les a entendus et on a fait ce qu'on a pu. L'argent collecté au Fénois sera directement versé aux sinistrés par l'intermédiaire de l'ambassade de Turquie à Paris. Et si vous voulez contribuer, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de Polynésie la première. Vous y trouverez toutes les coordonnées nécessaires. La solidarité encore avec cette course spécialement réservée aux femmes pour la lutte contre le cancer. La Tahitienne est organisée tous les ans par l'association sportive Courir en Polynésie. L'événement a fédéré hier près de 4000 participantes et participants. Mais Léonie Gamblin et Mélissa Chong se sont glissées dans la foule. Main dans la main pour la 21e année, près de 4000 femmes au front pour soutenir celles atteintes du cancer. Rendez-vous est donné dans les jardins de la mairie de Pirée pour un échauffement collectif. On organise cette course pour récolter des fonds pour soulager un peu les personnes qui sont atteintes de cancer pendant leur traitement de chimiothérapie. C'est comme tous les années, hein, chaque marche à la Tahitienne, on est toujours là, hein. On est fidèles parce que nous, c'est les femmes. Je pense que c'est un bon moyen de toutes montrer qu'on a de la sororité, qu'on est ensemble et on se soutient. 17h, les coureurs s'élancent. C'est parti pour 3 km de parcours. Organisé par l'association sportive Courir en Polynésie, la Tahitienne est réservée aux femmes à partir de 12 ans, avec ou sans poussette. Mais quelques audacieux se sont joints à la cause, dans une ambiance toujours conviviale. Nous accompagnons nos amis par solidarité également pour toutes ces femmes qui souffrent du cancer. Voilà. Et nous les accompagnons comme on peut, en marchant, en chantant. Et c'est Angèle Richard qui arrive première en seulement 12 minutes. À 14 ans, la Benjamine bat des records sur cette course symbolique.
j'ai fait cette compétition parce qu'elle me tenait à cœur par rapport aux femmes qui ont ces maladies et que j'ai envie d'aider parce que je suis aussi une femme. La mobilisation ravit l'association Amazon Pacifique qui accompagne tous les jours les personnes atteintes du cancer. Ça fait vraiment chaud au cœur, ça veut dire qu'il y a au moins 4000 femmes qui ont fait la démarche malgré la pluie de venir marcher, courir, soutenir. Et puis même si c'est 1000 francs, mais c'est énorme. La Tahitienne a encore tenu toutes ses promesses et le combat contre le cancer continue la semaine prochaine avec les portes ouvertes du Phare Amazon Pacifique à Tiperui. Du sport encore avec le championnat de Polynésie de judo. La compétition s'est déroulée hier à Fataoa. 170 judokas ont répondu présent. L'occasion pour la fédération de valoriser ses athlètes et de sélectionner les meilleurs pour les compétitions nationales. Théophane Téditois, David Chang. Sur les tatamis, c'est chacun pour soi. Dans le judo, il faut être fort, mais il faut surtout de la technique pour mettre son adversaire au sol. Luka Chen n'en est pas à son premier combat. Il est confronté à Ian Ackerman du Tefana Gigi. Malgré ses multiples tentatives pour prendre le dessus, il n'arrive pas à s'imposer. J'ai fait une défaite contre un bon ami et après j'ai gagné. Et le dernier combat, j'ai perdu par décision des jurys. 2 matchs c'est facile et le dernier c'est difficile. Ouais. Chez les Benjamines, en moins de 48 kilos, Lola Snyder du club Budokan Judo a montré de quoi elle était capable. Elle termine première dans sa catégorie face à Ambre Popov du club EJJP. J'étais très motivée à gagner, surtout que c'est un combat intéressant pour moi et qui est assez dur. Donc j'étais déterminée et je me suis donnée à fond. Et j'ai pas l'habitude de combattre des gauchers, du coup j'étais pas très à l'aise sur ça. Et elle est quand même plus petite que moi, donc j'ai du mal à m'engager dedans, mais ça va. Les championnats sont une occasion pour la Fédération tahitienne de judo de détecter les futurs champions, mais aussi de les préparer pour les Jeux du Pacifique. En fait, moi ce que je trouve important, c'est d'abord d'enrichir l'expérience de nos jeunes combattants pour préparer l'avenir et surtout les Jeux du Pacifique. Donc l'objectif pour moi, c'est de créer des catégories un peu en plus pour enrichir l'expérience. Vendredi prochain, 7 sélectionnés prendront l'avion en direction Villeban pour la compétition de la Coupe de France minime. Une actualité sportive très tournée vers l'élément eau et la mer cette semaine. Du Va'a aux Marquises, de la natation, l'expédition Cap Optimiste et de l'aviron. C'est tout de suite avec David Chang. L'Olympique de Pire a organisé son mémorial Joël Rossi de vendredi à dimanche. 136 compétiteurs âgés de 11 à 18 ans ainsi que des masters étaient au rendez-vous. Belle performance pour les nageurs locaux puisque des temps de niveau nationaux et des temps de la grille 2 des Jeux du Pacifique ont été réalisés. Cette performance ont également intégré le All-Time Ranking de Polynésie, tableau qui rassemble les 10 meilleurs chronos de tous les temps, toutes catégories confondues. À 15 jours du départ, l'événement servait aussi de préparation pour les 3 juniors sélectionnés qui participeront au championnat de France junior. Joël Rossi était un professeur, un amoureux du sport, qui était aussi, avait aussi un titre dans l'armée de terre spécialement. Et puis c'est un qui aimait bien le sport et qui aimait partager la culture du sport auprès de la jeunesse. La Fédération polynésienne d'aviron a organisé hier le World Rowing Virtual Indoor Sprint à l'école Manoteia Punauia. L'événement s'est déroulé du 8 au 11 mars à Tahiti Moorea et Nukuhiva. Il a rassemblé plus de 700 participants, scolaires, handisport et valides à partir de l'âge de 10 ans. Une seule distance au menu, 1000 mètres avec le meilleur temps, 3 minutes 02 effectué hier par Sébastien Bienas. Les Polynésiens sont très joueurs et sur les machines à ramer ou sur l'eau, on sait que c'est des compétiteurs et on sait que ça fonctionne très bien et de mieux en mieux. Ça fait depuis maintenant 2014 qu'on a lancé cela et ça marche de mieux en mieux. Les collèges s'équipent, les mairies s'équipent et on voit bien que ça fonctionne. Top départ du championnat de V1 de Nukuhiva. Cette semaine, plus d'une vingtaine de rameurs étaient présents au départ de la première étape du championnat organisé par le district de Va'a de Nukuhiva. L'AS Heimataiki puis l'AS Nuku Ahoe étaient présents. Pas de surf pendant les 15 km de course. Chez les seniors, Torea Maitihe a remporté le challenge en 1h24 minutes et 6 secondes, quelques secondes devant Jean Maurirere.
La suite du périple des Sea Water Women du Cap Optimiste. Après 2 mois à enchaîner les 1000 nautiques à la force des bras depuis la ville de Lima au Pérou, les membres de l'expédition sont en train de terminer leur parcours. Elles réalisent les 1000 derniers kilomètres et prévoient d'arriver bientôt à Tem'e, à Moorea, un dernier tronçon difficile à cause d'une houle et d'un vent de face. Comme promis, notre rubrique Finnois d'avant nous transporte en 1998. Jacques Damour a réalisé le portrait de Ferdinand, cet habitant de Vairao. S'était reconverti dans la pêche, notamment la pêche au thon. Tous les matins, chez lui, à Vairao, Ferdinand Peitia prépare ses appâts en présence de sa femme Dorina. Dans quelques instants, ce sera le départ vers la haute mer. Rien ne prédisposait de par sa formation Ferdinand à devenir pêcheur professionnel. Titulaire d'un CAP mécanique, il a d'abord cherché un emploi dans sa spécialité. Résultat, 8 mois de galère, ponctués de petits boulots sans lendemain. En 1988, c'est le virage à 180 degrés. Ferdinand décide de transformer son hobby, la pêche, en un véritable métier. Il devient artisan pêcheur. C'est à 16 ans que j'ai fait mes débuts dans la pêche sous-marine. Et petit à petit, j'ai découvert d'autres types de pêche, comme par exemple la pêche au thon. C'est un véritable métier. Je crois qu'il faut diversifier sa méthode de pêche, comme par exemple la pêche au thon. Et si vraiment ça ne mord pas, on peut choisir la pêche sous-marine ou la pêche aux langoustes. Le bonheur pour Ferdinand, c'est lorsqu'il retrouve ses collègues à quelques encablures de chez lui, au-dessus d'un trou à thon. Les plus grosses captures se font vers 6h30, 7h. Les gestes doivent être précis, exécutés sans hâte. La prise n'est véritablement acquise qu'une fois le poisson disposé dans la glacière. Pour Ferdinand, la journée a été bonne. Tout à l'heure, il ira livrer son poisson à des restaurateurs ou à des particuliers qui commandent à l'année. Oui, il existe des pêcheurs heureux. Ferdinand est l'un d'entre eux. Et je vous rappelle l'information principale de cette édition. Le tribunal de commerce doit examiner les offres de 2 groupes pour la reprise de l'hôtel Tahiti Yaoura Beach Resort. En liquidation judiciaire, l'ex-Méridien est fermé depuis 3 ans. Les salariés ont pu bénéficier du dispositif Dièse, mais aujourd'hui, ils risquent le licenciement. Une centaine de familles sont concernées. Les temps forts de l'actualité de la semaine à venir. Mardi, les fonctionnaires d'État ont prévu un sit-in à Papeete, Taravo et Moorea. Jeudi, le tribunal de commerce doit statuer sur l'avenir du Tahiti Yaoura Beach Resort, l'ex-Méridien donc. Et samedi, ne manquez surtout pas le marathon Va'a de Polynésie, la première. Au programme de votre soirée sur la première, le film d'Ifred sera suivi de la série La Garçonne. Voilà pour les informations de ce dimanche. Passez une très belle soirée sur nos antennes et on se retrouve demain. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.